Bonjour à tous, à vous qui nous regardez depuis votre ordinateur, sur votre baladeur ou je ne sais pas, votre Walkman. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique du volontaire en Orient. Aujourd'hui, cette émission, comme d'habitude, va vous permettre de vous décider, par exemple, si vous souhaitez partir en mission, si vous vous intéressez, si vous étiez déjà en mission, de finalement voir le quotidien des volontaires, ou même si vous ne souhaitez pas aller en mission, vous intéresser finalement aux volontaires de l'association. Aujourd'hui, je reçois mon nouvel invité Baudouin. Baudouin, merci d'être présent aujourd'hui. Merci. Baudouin, est-ce que tu peux te présenter? J'ai 25 ans. Je suis parti de octobre 2018 à novembre 2019, donc à peu près 13 mois. Et aujourd'hui, je travaille en tant qu'ingénieur dans les ascenseurs sur un chantier en région parisienne. Et je travaille sur les études et la supervision du chantier. Complètement différent du coup. Totalement différent. Ce que tu as fait en Syrie. Mais il y a quand même du travail chantier, donc... on est sur la même chose finalement, grosso modo. Exactement. Baudouin, est-ce que tu peux me parler de ton engagement? Pourquoi as-tu choisi la Syrie? J'ai eu la chance de rencontrer le père Toufik, donc le curé de Maloula, ce village si connu. Et il est venu, il a parlé au cours d'une conférence organisée par SOS Chrétien d'Orient, il a parlé de l'attaque de son village par le front Al-Nusra. Voilà. Ça faisait longtemps que je cherchais une association avec laquelle partir après mon école d'ingénieur. Et parce que je voulais prendre une année de césure, donc ça a été l'occasion. D'autant plus que je m'intéressais à la Syrie, du point de vue géopolitique, à tous les événements depuis le début de la guerre. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est, je l'ai découvert en recherchant un peu, la France et la Syrie ont beaucoup de points communs, que ce soit d'un point de vue historique. Évidemment, on pense à Saint-Louis, on pense au mandat français, mais entre les deux, il y a quand même eu Napoléon Ier qui, lors de sa campagne d'Égypte, est remonté en Syrie. Napoléon III, en 1860, a envoyé un énorme contingent de Français. Voilà, donc il y a eu, d'un point de vue historique, pas mal de liens communs entre la France et la Syrie, donc c'est assez amusant. Et puis surtout, d'un point de vue religieux, la France, comme on le sait, est la fille aînée de l'Église, et la Syrie, en quelque sorte, est le premier pays, après la Terre Sainte, à être christianisé. Déjà, on pense évidemment à Damas, avec Saint Paul qui tombe sur le chemin de Damas, qui se convertit à Damas. On pense aussi à Saint Pierre qui est remonté de Jérusalem vers le nord, qui a converti donc en partie la Syrie. Et puis surtout à Antioche, puisque les Actes des Apôtres disent que c'est ici que pour la première fois, les disciples sous-entendus du Christ ont été appelés chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, Antioche se trouve dans le Seljouk d'Alexandrette, mais jusqu'en 1939, c'était à la Syrie. Donc voilà, un certain nombre de liens historiques, de liens religieux, et puis évidemment cet intérêt pour la Syrie. Je vois que tu es très calé culture, Baudouin. Un petit peu. Est-ce que sur place, tu as eu des choses, tu as visité des lieux qui t'ont marqué en fait culturellement? Oui. Oui, ça fait vraiment partie de ce que veut faire l'association, recréer des liens entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, apprendre aussi et faire partager à ceux qui sont restés en Europe ce qui se passe. Et donc, par là, il faut connaître le pays. Voilà, partir à la découverte de la population et donc aussi découvrir son patrimoine. Évidemment, on pense tout de suite à Palmyre, qui est un centre névralgique historique hyper important en Syrie. Et j'ai eu la chance d'y aller avec les autres volontaires. Voilà. On y était le jour même où le gouvernement autorisait la population locale à revenir habiter les lieux. Voilà. Donc c'était quand même un symbole d'espérance. C'est cocasse quand même, puisque c'est vrai que, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, Palmyre, ça a été occupé par Daesh pendant un bon nombre d'années. Ça a été libéré, repris à nouveau. Et c'était encore, pas forcément sûr, mais quand tu étais, c'était libéré de manière... Exactement. Et puis après, il y a d'autres lieux culturels. Évidemment, on pense au Crac des Chevaliers. D'autant plus que l'association a un partenariat avec le conservateur. Chaque mois, on envoie une équipe de volontaires au Crac pour aider le conservateur à entretenir. Alors, c'est désherber, c'est couper les feuillages, etc. De façon à ce que le Crac puisse continuer à vivre. Aujourd'hui, le Crac ne reçoit aucune subsistance financière par les organismes internationaux. Il faut donc que quelque sorte abandonné, en fait, en ce moment. Tout à fait. Alors que c'est un château qui est juste magnifique. Grandiose. Voilà, qui a été construit avant l'époque croisée, qui a été aménagé par les croisés, puis aménagé de nouveau par les Mamelouks. Enfin, c'est une prouesse architecturale qui est juste incroyable. Voilà. Travailler dans un cadre pareil, c'est juste exceptionnel. Et puis surtout, on arrive à parler beaucoup avec le conservateur qui nous explique, qui nous raconte plein d'anecdotes au propos du château, à propos de l'histoire de la région, évidemment. Tu parles du coup de restauration. C'était à peu près combien de temps par mois? C'est une fois par semaine? C'est quelques jours. Ça dépend du contexte, ça dépend du moment, ça dépend aussi de l'ensemble des activités. Ça tourne entre tous les volontaires répartis sur le pays. Et ça va de 2-3 jours à 4, 5, 6 jours, une petite semaine. Ça nous laisse vraiment le temps de travailler sur le long terme
et en même temps de découvrir tous les petits recoins du château lors de nos pauses. Ça doit être intéressant. Extrêmement. C'est encore d'actualité aujourd'hui? Ça l'était quand je suis parti. Ouais. Il y a encore eu d'autres missions après mon départ. Je vais partir, rappelle-nous. En novembre 2019. En novembre 2019. Donc aujourd'hui, ça devrait être d'actualité. Exactement. J'espère, en tout cas, Moi pour aussi. préserver les monuments nationaux de ce fabuleux pays. Je voudrais maintenant te poser, donc après cette partie culture très intéressante, quelques questions en fait sur ta mission. Tu es sur place. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors j'ai eu 3 principales missions. Tout d'abord, j'ai été pendant 6 mois à peu près responsable des activités, d'abord à Damas, puis à Alep. L'objectif, c'est d'organiser en amont les activités, s'assurer du bon déroulement et ensuite faire des feedbacks, préparer les activités suivantes. Alors, les activités sont extrêmement nombreuses, ça part des activités sociales jusqu'aux activités physiques. Les activités sociales, les cours avec les orphelins, dans les écoles, les garderies, les visites aux personnes âgées, des donations, que ce soit des donations d'objets, des donations alimentaires, les enfants des rues, évidemment. Et puis, dans le physique, où il va y avoir tout ce qui est travaux agricoles. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on est avec la population locale, en fonction des saisons, et on va faire la moisson à Maloula. C'était l'été, quand j'y étais, ils ont fait la moisson à la main, qui aujourd'hui fait encore la moisson à la main, et c'était juste extraordinaire, quoi. Récolter les fruits, récolter du sumac, qui est une épice extraordinaire, qui sont très très bons. Et puis évidemment on pense à la vigne de Maloula notamment, et puis tout ce qui va être travaux de déblayage principalement, sachant que l'objectif premier de SOS, c'est de tout faire pour que les chrétiens d'Orient restent chez eux. Voilà. C'est une terre, c'est la leur. C'est ce que M. Simon m'a dit un jour lorsque je l'ai rencontré, c'est notre terre, c'est la terre de nos pères, la terre de nos grands-pères, pourquoi devrions-nous partir? Ils veulent rester chez eux et l'association les aide à rester chez eux par différents moyens, le social, en leur donnant goût à la vie, on en reparlera sûrement tout à l'heure avec l'espérance que cette population a, mais surtout en relançant l'activité économique, le fait de relancer des petits magasins, de participer aux petits commerces, le fait aussi de former les jeunes. Voilà. Lorsque un patron de peinture rouvre son entreprise de peinture, il va pouvoir prendre un jeune, il va pouvoir le former, et ce jeune ensuite aura les compétences pour avoir de nouveau du travail. C'est vraiment extrêmement important de redonner. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que cette guerre a commencé en 2011. Aujourd'hui, on est en 2020, ça fait 9 ans. Vu le contexte, elle n'est pas prête de s'arrêter. Il y a des enfants qui ont vécu sous les bombes en permanence. C'est difficile pour eux. Exactement. Moi, j'ai en tête une fillette, c'est Jenny. La première fois que je l'ai rencontrée, elle avait 5 ans. Elle venait tout juste de sortir des tunnels de la Ruta avec sa mère. Voilà. Et c'était l'horreur absolue. Au nord de Damas. Exactement, voilà, au lieu de Damas. Elle a vu tout ce qu'une fillette, même un adulte, ne devrait pas voir. Voilà. Quand on l'a vue, c'était extrêmement impressionnant. C'était une fillette qui avait plus du tout de vie. Elle avait plus de regard. Elle était morne. Enfin, il n'y avait plus rien en elle. On l'a vue 3 mois après, quand on est repassé au monastère où elle était hébergée. Et elle avait complètement changé. Elle avait de nouveau envie de réapprendre, de nouveau envie de jouer. Elle égayait en fait l'ensemble des autres enfants par son sourire pétillant. Et elle nous faisait plein de farces. Elle nous asticotait pendant que nous on rendait service au monastère. Voilà, c'est véritablement le symbole en fait de cette population. Ils ont vécu des choses horribles. Encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, même s'il n'y a plus forcément la guerre sur l'ensemble du pays. Le contexte économique, tout ce qui va tourner autour de l'énergie, est extrêmement compliqué, extrêmement préoccupant pour l'ensemble de la population. Mais malgré ça, ils veulent construire un avenir meilleur. Voilà. Ils ont cet esprit de résilience qui les pousse à aller de l'avant. D'accord. Un vaste sujet. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'espérance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et dire finalement à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent quelques mots sur ce que tu as ressenti en fait de l'espérance sur place? J'ai un petit peu abordé le sujet avec Jenny. Voilà. Elle, avec son cœur d'enfant, elle l'a compris, cela. Elle veut aller de l'avant. Et les parents veulent aussi que leurs enfants puissent découvrir un monde où ils arrêtent d'entendre des bombes, ils arrêtent de faire des queues d'attente pour changer une bouteille de gaz. Voilà. Quand je suis parti en novembre, c'était le début de l'hiver, donc c'était un peu les préoccupations de tout le monde. Et un ami syrien, un ami de Homs, m'a dit, en rigolant, j'ai provoqué l'admiration de ma femme ce matin. Et je lui dis, ah bon, mais comment? Il m'a dit, parce que j'ai fait 4 heures la queue pour changer la bouteille de gaz. Voilà. Donc, ils ont l'espérance, ils le prennent du bon côté. Voilà. Et il m'a dit, moi j'ai de la chance, j'ai eu une bouteille de gaz à l'arrivée. Voilà. Cet hiver va être extrêmement compliqué. Il a continué la conversation, puisqu'on n'aura que 100 litres de mazout. Comment on va faire, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour aider ma famille à s'en sortir. Voilà.
Ils veulent véritablement s'en sortir. Ils veulent relancer l'activité économique du pays, l'activité culturelle. Une bonne amie syrienne de l'association, elle était devenue guide touristique. Voilà, c'est pas forcément, on pourrait se dire avec nos yeux d'occidentaux, un métier d'avenir en Syrie. Pourtant, elle aime ce métier et aujourd'hui, elle veut continuer. Elle cherche encore à faire venir des touristes étrangers en Syrie de façon à relancer l'ensemble des activités. Voilà. Chacun à sa manière, chacun à son niveau, quelle que soit sa religion, quel que soit son âge, veut tout faire pour que le pays s'en sorte et surtout revienne comme avant. Très intéressant, c'est complet, je vois que tu es passionné. Et puis surtout, on pourrait aussi en prendre la gaine de notre côté, quoi. Voilà, c'est après tout ce qu'ils ont vécu, se dire que est-ce que nous aussi on serait capable de faire la même chose. Voilà. Aujourd'hui on se plaint en fait, aujourd'hui on se plaint quand on n'a plus de wifi, on se plaint quand il faut faire la queue, quand il faut mettre le masque aujourd'hui, question d'actualité. Et quand on pense à tout ce que ces gens ont vécu finalement. Voilà, on prend beaucoup de recul, on se dit on part pour donner. En vrai, on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Voilà. Tous les exemples, générosité, tous les exemples que ces gens nous donnent sont extrêmement impressionnants et sont formateurs pour nos vies personnelles. Tu as d'autres anecdotes comme ça à nous dévoiler? Parce que je pense que ceux qui nous écoutent aiment t'entendre parler. Bah, tu l'as vécu quand on était ensemble l'été 2018 en Syrie, hein, c'est la générosité. Je l'ai abordé tout à l'heure, la générosité. Alors déjà, en fait, les Syriens, enfin les Arabes de manière générale, faut remonter la générosité selon la tradition à Abraham. Voilà, Abraham qui se lève de sa tente et qui accueille les 3 étrangers, qui tue le mouton, etc. Pour eux, c'est quelque chose sur lequel il est impossible de faillir. Voilà. La générosité, l'étranger, le visiteur, doit forcément être au centre. Il doit forcément se sentir très très bien accueilli. Alors c'est extrêmement déstabilisant quand on vient d'Occident. C'est être à table avec eux, faut savoir résister, savoir dire non. Et c'est difficile, hein, tu l'as testé autant que moi. Et en même temps, c'est aussi fait avec beaucoup de simplicité. Même les petites familles avec lesquelles on arrive les bras chargés de colis alimentaires, même elles nous accueillent, ne serait-ce qu'avec un fruit, ne serait-ce qu'avec quelques amandes de leur jardin, etc. Tout le monde va nous accueillir avec un petit café ou avec un petit thé. C'est vraiment l'accueil oriental qui est prime dans toute sa splendeur. Voilà. Quand on avait fait des donations alimentaires à Rabab, donc c'est un village qui se trouve au sud de Damas, hein, on avait aussi apporté une fois une gazinière. Voilà, vraiment l'ustensile le plus simple, 3 boutons et puis c'était tout, quoi. Pourtant la femme à qui on lui a donné, elle était tellement émue qu'elle nous a pris dans ses bras et qu'elle nous a embrassés. Elle trouvait pas les mots. C'est une famille extrêmement pauvre et malgré ça, elle nous a sorti un jus de fruits rouges qu'elle avait confectionné. Ça se trouve, il n'y avait qu'une bouteille pour tout l'hiver, et ben elle nous l'a donné. Voilà. Et on l'a partagé. On pense arriver avec les bras chargés de nourriture, de matériel, de lits, de gazinières, je sais pas, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, on repart les idées, voilà, exactement. On reçoit bien plus qu'on donne. C'est vraiment des exemples qu'il faut intégrer aujourd'hui. Admirable, c'est des exemples admirables. C'est vrai qu'on connaissait un petit peu l'hospitalité des Syriens, mais là aujourd'hui, tu viens de nous le démontrer, elle existe bel et bien. Ah bah, elle existe, et puis il est hors de question de l'oublier, quoi. Elle est forte. Quel que soit l'âge, tout le monde viendra nous accueillir. Tout le monde te salue dans la rue, tout le monde te propose de venir prendre un café, à quelle que soit l'heure. Voilà. Et mais en tant que Français, tu as été perçu comment du coup sur place? Parce que c'est vrai que malgré les questions politiques aujourd'hui, on n'abordera pas le sujet, mais voilà, en tant que Français, tu pourrais être plus ou moins bien accueilli. Comment est-ce que toi, tu as été accueilli? Eh bien, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, ils font véritablement une différence entre la politique française et la population française. Juste une anecdote, un jour, on prend un taxi dans Damas, et le chauffeur nous demande d'où on vient. Donc on lui répond, on est français. Et là, il se met à nous parler français, tout simplement. On fait notre trajet, tout en discutant avec le chauffeur, un trajet qui dure une demi-heure, et on est resté encore une demi-heure supplémentaire dans le taxi. Le chauffeur nous parlait de Jeanne d'Arc pendant plus d'une demi-heure. Voilà. Bon, déjà, qui en France est capable de parler de Jeanne d'Arc pendant plus d'une demi-heure? Tout simplement. Et en fait, ce chauffeur montre tout simplement l'amour que la population syrienne a envers à la fois la population française, mais aussi l'histoire française, le patrimoine. Voilà. Les Français sont extrêmement bien perçus. Il y aura toujours eu quelques tensions, évidemment, il y a toujours des personnes, des cas particuliers. Mais de manière générale, la population syrienne nous a toujours très 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 bien accueillis. Et c'est assez d'ailleurs impressionnant, puisqu'encore une fois, c'est les tensions qu'il pourrait y avoir dues à la politique française, à la diplomatie française, faut que c'est extrêmement surprenant cette attitude. C'est vrai que c'est assez intéressant finalement, puisqu'ils font le distinguo entre la politique et la personne qui se rend sur place. Ils nous considèrent comme plutôt des gens qui vont venir les aider, plutôt que comme des conquérants en fait. Exactement. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on se ferait mettre dehors à cause de... La question que tout le monde se pose, que je pose à chaque fois que je fais cette émission, est-ce que tu as eu peur pour ta vie? Non. Non, non. Évidemment, c'est impressionnant.
première fois que tu passes la frontière, tu as une série de checkpoints. Alors on ne sait pas ce que c'est en France des checkpoints, je vois juste ça dans les films. Mais quand la voiture est fouillée, tu te dis, t'es pas forcément très serein. Effectivement, lorsque tu entends les premiers bombardements, c'est là aussi extrêmement surprenant. Mais non, parce que il y a des règles extrêmement strictes qu'il faut respecter et des règles de sécurité qui font qu'on n'est jamais en danger et du coup qu'on n'a pas peur. Voilà. Est-ce que tu as vu la situation, en fait, du moment où tu es arrivé sur place au moment où tu es reparti? Est-ce que tu as vu la situation s'améliorer ou est-ce que tu l'as vu finalement être pareil ou redescendre? Je l'ai vu s'améliorer dans un domaine, c'est au niveau de la guerre elle-même, puisque petit à petit, l'ensemble des poches djihadistes ont été réduites. On pense évidemment à la libération de Mardé et Skelbié, c'était l'été 2019. Voilà, où à ce moment-là, la poche d'Idlib a été réduite de 20-25% par le sud. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc au niveau de la guerre elle-même, militaire, je parle, oui, la situation, elle va vers un mieux. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Après, là où ça a été beaucoup plus compliqué, c'est d'un point de vue économique, au niveau de l'énergie. Et maintenant, les échos que j'en ai encore de mes amis qui sont encore là-bas, les Syriens, c'est au niveau des risques sanitaires. En avril 2019, on était au krach des Chevaliers. Il y a eu un embargo, une augmentation des mesures strictes de l'embargo qui était déjà en place, qui ont fait que le pays s'est arrêté. Voilà. En 3 jours, l'ensemble du pays s'est complètement arrêté. Alors c'est extrêmement impressionnant, puisque quand tu prends l'autoroute, en fait, tu n'as plus aucune voiture. Et tu vois l'autoroute qui fait Damas, Maaloula, Homs, il n'y a déjà pas beaucoup de voitures? Au printemps, en l'occurrence, il y en avait quand même pas mal. Et là, en fait, on était vraiment les seuls. Mais il n'y avait pas que les voitures qui s'étaient arrêtées. Les camions qui réapprovisionnaient les magasins s'arrêtaient, puisqu'il n'y avait plus de mazout, il n'y avait plus d'essence. Les tracteurs, on était en plein milieu des labours, et on pensait évidemment à Maaloula à ce moment-là, les tracteurs dans les champs s'arrêtaient. Voilà. C'est un pays qui s'arrête d'un point de vue de l'énergie et qui provoque un énorme questionnement pour la population. Voilà. Aujourd'hui, il y a les problèmes sanitaires, même si l'ensemble du réseau social est bien développé en Syrie, que ce soit les hôpitaux, le service de santé, etc. Le gouvernement a quand même choisi d'appliquer un confinement extrêmement strict, puisque c'était un couvre-feu carrément de midi à 6h du matin. Et donc pendant ces 6 heures-là, en fait, les 6 heures de la journée, les gens pouvaient juste sortir. Il y a eu du mieux d'un point de vue militaire, mais le reste, avec l'imposition de cet embargo, a fait que la population reste extrêmement préoccupée par l'avenir. Ouais. D'accord, ok. Quand même un vaste sujet, encore une fois. Oui, tout à fait. Ça, c'était la question du coup sur la Syrie. Maintenant, est-ce que toi, tu peux me parler de ce que tu as fait sur place? C'est que tu as été donc, secrétaire général. Est-ce que tu peux développer un petit peu quelques mots sur cette mission et sur la mission de volontaire en quelques mots? En quelques mots, alors, secrétaire général, en fait, c'est tout simplement être le bras droit des chefs de mission. Donc avoir la responsabilité des volontaires au niveau de la sécurité, au niveau de la logistique aussi, à organiser l'ensemble des différents moyens de transport, et puis surtout lancer de nouveaux projets, des gros projets. Un des projets qu'on a pu lancer lorsque j'étais secrétaire général, c'était la reconstruction de maisons à Zabadani, donc une ville qui est entièrement détruite à l'entrée de la plaine du Mont Liban. C'est des projets que nous lançons, qui continueront après notre départ, et c'est ça d'ailleurs qui est très beau avec l'association, c'est qu'on est tous de passage, mais chaque pierre apportée par l'ensemble des volontaires permet d'avoir à l'arrivée quelque chose de magnifique. D'accord, entendu. C'est un gros programme. Tout à fait. Il faut avoir les épaules solides finalement pour être SecG. Oui, après on est quand même extrêmement bien encadré par les différents chefs de mission et par Paris aussi qui a un vrai suivi de chaque volontaire dans tous les pays. Donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est vrai qu'ils ne laissent pas les volontaires dans la nature. Exactement. Pas lâcher avec un très bon chef de mission en place et aujourd'hui les actions sont très bien suivies. Sur ton retour en France, comment est-ce que tu as géré le point? Qu'est-ce que tu disais à tes camarades finalement que tu rencontrais lorsque tu rentrais en France? À propos de la Syrie ou à propos de ta mission? Déjà, j'ai pris 3 mois de vacances avant de chercher du travail. C'est dire que c'est éprouvant. Exactement. Au début, j'avoue que j'avais un peu de mal à parler. Puisque 13 mois, c'est quand même tout ce qu'on encaisse, tout ce qu'on reçoit, il faut arriver à tout analyser. Après, ce qui aide, c'est de faire pas mal de témoignages et puis raconter ce qu'on a vu, raconter ce qu'on a fait évidemment, et puis raconter les témoignages que les Syriens et les Syriennes nous rapportent et qui sont finalement à l'opposé de ce qu'on peut découvrir au niveau des médias, au niveau de tout type d'informations occidentales. Voilà. Raconter ce qu'on a vécu, puisque une véritable pensée unique à propos de la Syrie qui nous permet de mésestimer et de mal comprendre, de mal déterminer en fait ce qui se passe réellement. Voilà. Il faut savoir que la population syrienne, on en a parlé, est extraordinaire. Il y a une véritable espérance
Et puis, il y a plein d'endroits qui se reconstruisent. Il y a la Ruta, par exemple, que j'ai quittée en 2019, n'a rien à voir avec la Ruta de 2018. Hein, c'est encore un signe d'espérance, mais tout est fait pour que les camions travaillent, qu'on évacue les gravats. Voilà. Il y a un véritable mieux, on en a parlé, mais voilà. Et il faut le savoir que aujourd'hui, la Syrie peut largement s'en sortir. Il faut juste lui laisser les coups des franches, juste arrêter les embargos et puis l'aider à l'encourager. Et c'est là le point le plus important aujourd'hui. Nous avions été des volontaires et maintenant nous sommes des témoins des missions et de la vraie Syrie par rapport à ce qu'on raconte aujourd'hui dans la plupart des médias. Voilà, c'est la fin de ce podcast de Chronique du volontaire en Orient. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous écoutez ça et je vous dis à très bientôt.